La biologie cellulaire. Biologie cellulaire est une discipline fondamentale des sciences du vivant qui s'intéresse à l'étude approfondie de la cellule, considérée comme l'unité structurale, fonctionnelle et génétique de tout organisme vivant. Elle vise à comprendre comment les cellules sont organisées, comment elles accomplissent leurs différentes fonctions vitales, comment elles se divisent et communiquent entre elles, ainsi que la manière dont leurs dysfonctionnements peuvent être à l'origine de diverses maladies. L'essor de cette discipline est étroitement lié aux progrès technologiques en microscopie, en biochimie et en génétique, qui ont permis de visualiser et d'analyser les composants cellulaires avec une précision toujours plus fine. Aujourd'hui, la biologie cellulaire constitue un pilier essentiel pour de nombreux domaines appliqués, tels que la biotechnologie, la médecine, la génomique ou encore la recherche pharmaceutique. La théorie cellulaire repose sur 3 idées essentielles. D'abord, tous les êtres vivants sont faits d'une ou de plusieurs cellules. Ensuite, la cellule est la plus petite unité capable d'assurer toutes les fonctions du vivant. Enfin, chaque cellule provient forcément d'une autre cellule, grâce au processus de division cellulaire. Cette théorie, développée entre le 19e et le 20e siècle, a profondément transformé la biologie. Elle a permis de montrer que, même dans les organismes les plus complexes, tout commence au niveau des cellules. C'est grâce à cette vision que nous avons pu mieux comprendre la formation des tissus, des organes et des systèmes biologiques. Ces cellules représentent les formes de vie les plus anciennes et les plus simples. Elles n'ont pas de noyau ni d'organites entourés de membranes. Leur ADN est circulaire et se trouve dans une zone spéciale appelée le nucléoïde. Elles sont aussi très petites, généralement entre 1 et 10 micromètres, ce qui permet aux molécules de se déplacer rapidement dans leur cytoplasme. Les prokaryotes regroupent surtout les bactéries et les archées. Ces organismes jouent un rôle très important dans la nature, ils décomposent la matière organique, participent à la fixation de l'azote et aident à réguler les grands cycles qui permettent la vie sur Terre. Certaines bactéries, comme Escherichia coli, sont aussi utilisées comme modèles d'études en biologie moléculaire, car elles permettent de mieux comprendre le fonctionnement des cellules. Les cellules eucaryotes sont apparues plus tard dans l'évolution et se caractérisent par une organisation interne beaucoup plus complexe. Elles possèdent un vrai noyau qui contient l'ADN sous forme de chromatine. Elles disposent aussi de nombreux organites spécialisés, comme les mitochondries, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes ou encore le cytosquelette. Chacun de ces organites remplit une fonction précise, ce qui permet à la cellule d'assurer des activités très variées. Cette organisation en compartiments permet à la cellule d'être plus efficace, car chaque organite réalise une fonction bien précise. Cela rend aussi les processus métaboliques beaucoup mieux contrôlés. Les cellules eucaryotes forment aussi bien des organismes unicellulaires, comme les protistes, que des organismes pluricellulaires comme les animaux, les plantes et les champignons. Leur structure peut varier beaucoup en fonction du rôle qu'elles jouent dans l'organisme. Les cellules animales n'ont pas de parois rigides, ce qui leur donne une forme souple et changeante. Cette flexibilité est rendue possible grâce au cytosquelette, qui est très dynamique, et aussi grâce au centriole, qui joue un rôle important lors de la division cellulaire en organisant le fuseau mitotique. Elles contiennent beaucoup de petites vacuoles et différents organites qui leur permettent de réaliser des fonctions spécialisées, comme la contraction des muscles, la transmission des messages nerveux ou la défense contre les microbes. À l'inverse des cellules animales, les cellules végétales possèdent une paroi épaisse faite de cellulose. Cette paroi leur donne de la rigidité et les protège. Elles contiennent aussi une grande vacuole centrale, qui joue un rôle important dans la régulation de l'eau à l'intérieur de la cellule. Un autre élément essentiel est la présence de chloroplastes, les organites responsables de la photosynthèse. Toutes ces caractéristiques montrent comment les végétaux sont adaptés à un mode de vie autotrophe, c'est-à-dire capables de produire eux-mêmes leur matière organique. La membrane plasmique, c'est la couche qui entoure la cellule et la sépare de son environnement.
Elle agit un peu comme une barrière protectrice, elle garde la cellule intacte et lui permet de garder sa forme. Elle est faite d'une double couche de phospholipides, dans laquelle on trouve aussi des protéines et des glucides. Les protéines servent surtout de porte ou de récepteur, et les glucides aident la cellule à reconnaître ce qui l'entoure. La membrane contrôle aussi les échanges. Certaines substances passent facilement, d'autres nécessitent de l'énergie, et pour les grosses particules, la cellule utilise des mécanismes comme l'endocytose et l'exocytose. En résumé, la membrane plasmique protège la cellule, communique avec l'extérieur et régule tout ce qui entre et sort. Le modèle de la mosaïque fluide décrit la membrane cytoplasmique comme une bicouche de phospholipides dynamiques, dans laquelle des protéines sont insérées. Les lipides et les protéines peuvent se déplacer latéralement, ce qui confère à la membrane sa fluidité. Cette organisation en mosaïque permet à la membrane d'assurer ses fonctions essentielles, perméabilité sélective, transport, communication et reconnaissance cellulaire. Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques présents dans le cytoplasme. Il assure le maintien de la forme de la cellule, sa solidité mécanique et permet les mouvements cellulaires ainsi que le transport intracellulaire. Le cytosquelette comprend 3 types principaux de structures. Les microtubules, qui interviennent dans le transport intracellulaire et la division cellulaire. Les microfilaments d'actine, responsables de la motilité cellulaire et de la contraction musculaire. Et les filaments intermédiaires, qui assurent la stabilité mécanique des cellules et des tissus. L'interaction dynamique entre ces différents éléments permet à la cellule de s'adapter rapidement aux contraintes internes et externes. Le noyau est le plus grand organite de la cellule eucaryote. Il contient presque toute l'information génétique sous forme d'ADN. Il est entouré d'une enveloppe nucléaire percée de pores, qui permettent les échanges entre le noyau et le cytoplasme. À l'intérieur du noyau se trouve le nucléoplasme, la chromatine et le nucléole. La chromatine existe sous 2 formes. L'euchromatine, peu condensée et active dans la transcription des gènes, et l'hétérochromatine, très condensée et généralement inactive. Le nucléole est la région du noyau où se déroule la synthèse de l'ARN ribosomal et l'assemblage des sous-unités ribosomiques. De manière générale, l'activité nucléaire est essentielle pour la régulation de la transcription des gènes, la réplication de l'ADN et l'adaptation de la cellule aux signaux extracellulaires. Le cycle cellulaire correspond à l'ensemble des étapes par lesquelles une cellule passe pour croître, dupliquer son ADN et se diviser. Il comprend l'interphase, constituée des phases G1, S et G2, durant laquelle la cellule réalise ses activités métaboliques et réplique son matériel génétique. La mitose permet ensuite une répartition équitable des chromosomes dupliqués entre 2 cellules filles génétiquement identiques. La méiose est une division particulière qui conduit à la formation des gamètes, elle réduit de moitié le nombre de chromosomes et assure un brassage génétique essentiel à la diversité biologique et à la reproduction sexuée. Les cellules animales sont reliées entre elles par différents types de jonctions spécialisées. Les jonctions serrées assurent l'étanchéité des épithéliums, les jonctions d'ancrage garantissent la cohésion et la résistance mécanique des tissus, et les jonctions communicantes, ou gap junctions, permettent le passage direct d'ions et de petites molécules entre cellules voisines. Chez les végétaux, la communication cellulaire se fait grâce au plasmodesme, qui traverse la paroi cellulaire. De façon générale, la communication cellulaire repose sur la reconnaissance de signaux extracellulaires par des récepteurs membranaires spécifiques, ce qui active différentes voies de signalisation à l'intérieur de la cellule.